merci à la Cité du Vin de rouvrir finalement son cycle de partage après cette période un peu compliquée du Covid, en permettant à la Bourgogne de venir à Bordeaux, très grand vignoble, et qui fait partie de ces éléments du patrimoine français qui font la particularité et la richesse de notre pays. Peut-être deux mots pour effectivement alors vous donner un point d'actualité. En fait, effectivement, donc, quand j'ai pris la tête du groupe familial, dans ce groupe familial, il y a la maison Bouchard Père et Fils, et j'ai pris mes fonctions en juin 2015, c'est-à-dire à peu près un mois avant l'inscription des Climats de Bourgogne au patrimoine mondial. Et très vite, j'ai demandé à Guillaume d'Angerville et à Aubert de Vilaine. Guillaume d'Angerville était le président en fonction. Comment est-ce que je pouvais l'aider? Parce que cette cause-là m'a paru tout à fait évidente, en fait. Nous recevons beaucoup comme grand domaine bourguignon de la Bourgogne, et il m'a semblé que le moment était choisi, le moment était opportun, le moment était bon pour que, à notre tour, nous lui rendions un petit peu. Nous l'avions fait avant, à l'époque de mon oncle, en étant fondateur, et je souhaitais continuer, voire avoir un rôle plus actif. Et puis voilà, j'ai mis le doigt dans l'engrenage, et Guillaume m'a rapidement proposé de rejoindre le conseil d'administration, de devenir son président délégué. Et élément d'actualité, depuis avant-hier, je lui succède officiellement comme président. Et donc, je suis très, très fier et un peu impressionné aussi de succéder à deux grands vignerons et de grande stature que sont Aubert de Vilaine et Guillaume d'Angerville. Alors, j'ai une présentation qui s'intitule, je crois, « Gestion d'un paysage viticole inscrit au patrimoine mondial ». Je voudrais dépasser quand même le cadre de la gestion parce que sinon ça va faire un peu rébarbatif. Il s'agit peut-être autant que d'un exposé ou d'une conférence, qui était un mot un peu pompeux, d'un témoignage aussi, et puis d'une chevauchée à travers l'histoire à constituer progressivement l'histoire des climats de Bourgogne. Alors la notion de climat en Bourgogne, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec, souvent on s'interroge, tiens, les climats en Bourgogne, mais qu'est-ce que le climat bourguignon a de si spécial qui justifie d'être inscrit au patrimoine mondial? Et en réalité, cette phrase de Bernard Pivot que vous voyez, en Bourgogne, quand on parle de climat, on ne lève pas les yeux au ciel, on les baisse vers la terre, on les baisse sur la terre, vient en fait d'une acception étymologique du mot climat qui est la pente, l'exposition. Et vous comprenez déjà à travers cette étymologie de quoi nous allons parler. Alors, peut-être pour commencer, avant de rentrer dans le détail, vous présenter en quelques minutes une petite vidéo qui vous explique en fait à travers quel développement cette notion de climat s'est constituée. Et puis après, bien sûr, nous rentrerons plus en détail, plus dans les explications et dans les précisions sur cette notion. Ici, bien avant la main de l'homme, la nature a forgé, depuis 150 millions d'années, cette terre argilo-calcaire. La force des éléments a soulevé cette côte, orientée à l'est, sculptée par de multiples failles, créant ainsi une grande diversité de sols.
Un lieu unique que l'homme révélera peu à peu dans la culture de la vigne en donnant naissance au climat. La vigne en Bourgogne a une longue histoire qui trouve son origine à l'Antiquité. Au Moyen-Âge, elle est intimement liée au rayonnement des abbayes bénédictines et cisterciennes. Vignerons et bâtisseurs de génie, les moines définissent les principes de viticulture, font progresser les savoir-faire et construisent les premiers clos à l'image de celui du clos de Vougeot. À leur suite, les puissants ducs valois de Bourgogne, siégeant à Dijon, règnent sur l'art et le goût dans l'Europe entière. Ils offrent aux vignobles et à la Bourgogne un considérable rayonnement économique et culturel. Pendant leur règne, ils marquent aussi de leur sceau la ville de Beaune et ses célèbres hospices, lieu de production viticole et plus tard du négoce. Sous la ville se déploie un immense réseau de caves qui abritent les meilleurs vins de la chrétienté, selon l'expression de Philippe le Bon. Les vins de Bourgogne voyagent dans toute l'Europe. La production viticole s'oriente vers l'excellence et la hiérarchisation des vins. L'histoire des climats est en marche. Au fil des siècles, les hommes et les femmes ont patiemment identifié les terroirs viticoles pour les révéler dans chaque vin. Ils ont enlevé une à une les pierres dans les vignes pour construire des cabottes, dresser des murets et délimiter soigneusement 1247 climats, en leur donnant à chacun un nom, aujourd'hui officialisé dans les appellations d'origine contrôlée. Nulle part au monde, la volonté de relier le vin avec précision à son lieu de production, de l'identifier par son origine, n'a été poussée aussi loin qu'en Bourgogne. À chaque climat correspond un vin au goût unique, avec sa propre personnalité, celle de son lieu d'origine, son climat, et celle du savoir-faire du vigneron, exprimée par le travail de deux grands cépages, le pinot noir et le chardonnay. Ainsi est née cette incroyable mosaïque de crus hiérarchisés et mondialement réputés, les climats du vignoble de Bourgogne. L'empreinte des climats marque aussi la vie des Bourguignons. Les traditions festives et culturelles rythment chaque saison, célébrant la solidarité et la convivialité. Les climats du vignoble de Bourgogne sont le berceau de la viticulture de terroir dans le monde. Ils sont devenus un modèle pour tous ceux qui ont la volonté d'identifier chaque vin par la parcelle dont il est issu. Sur ce ruban de terre de 60 km, ces 1247 climats constituent un site, un paysage culturel unique, désormais reconnu comme une merveille du patrimoine de l'humanité.
Donc, une petite vidéo qui permet de prendre de la hauteur et d'avoir un peu la fresque générale. J'en profite, pardon, pour demander si je peux avoir la rétroprojection. Ça m'évitera de... Alors, un petit mot d'abord pour parler de l'inscription des climats, du processus d'inscription, comment ça s'est fait, quelle mobilisation a donné lieu à l'inscription des climats au patrimoine mondial. Ça a été une aventure très longue, ça a été une aventure de 8 ans. 8 ans d'efforts qui ont permis d'abord de fédérer, de créer un élan collectif et aussi de définir en fait ce qui justifiait d'être inscrit au patrimoine mondial. En réalité, quand les choses se sont profilées, la réflexion initiale, en fait, ça a été l'idée de créer une cité de la gastronomie à Dijon. Lorsque ce projet a été énoncé, Aubert a immédiatement pensé qu'il y avait là matière à profiter de cet élan, à capitaliser sur cet élan, pour aussi définir, inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO, en fait, la culture viticole bourguignonne. Je pense que c'est un peu comme ça que les choses sont nées. À partir de là, il y a une association qui a été créée et qui a permis de fédérer en fait tout un mouvement, de fédérer des collectivités locales, les villes, la ville de Beaune, la ville de Dijon, le département, la région, les professionnels de la viticulture notamment, à travers notamment l'interprofession, mais aussi des professionnels des domaines. Et pour étayer ce dossier, il y a eu un conseil scientifique qui a été constitué, qui est multidisciplinaire. Il y a des géologues, des historiens, des sciences humaines et des sciences dures qui se sont réunis pour réfléchir et étudier cette culture viticole bourguignonne et définir ce qui pouvait constituer une valeur universelle exceptionnelle dans ce patrimoine. Le tout étant par ailleurs soutenu par un comité de soutien dont Bernard Pivot, dont vous avez vu la célèbre citation, et qui a réuni 64 000 personnes. Donc il y a eu un véritable élan de l'ensemble de la population et des amoureux de la Bourgogne, des acteurs de la Bourgogne, pour obtenir cette inscription. Alors, aujourd'hui, l'association de la cité, des climats du vignoble de Bourgogne, se trouve en fait au milieu d'un écosystème, vous l'avez compris. Elle est en fait la structure, le lieu dans lequel s'élabore la stratégie de gestion et l'animation de la gestion du patrimoine mondial, donc de cette bande de climat, en relation avec la population, des membres statutaires, des collectivités locales et différentes organisations. Et il y a aussi, bien sûr, comme ici à la Cité, des mécènes qui sont des fervents soutiens et qui participent activement à la vie de l'association et au maintien en état et à la collecte, à la compréhension de ce patrimoine. Alors tout ça a donné lieu à un dossier de candidature extrêmement sérieux, constitué de 2 volumes et articulé autour de 2 dimensions. Une première dimension qui est la dimension scientifique. Donc c'est la définition, c'est l'objectivation en fait de ce qui constitue dans cette culture bourguignonne une valeur universelle exceptionnelle. Donc ça c'est le terme utilisé par l'UNESCO pour l'inscription des biens au patrimoine mondial. Il faut qu'ils aient une valeur universelle, c'est-à-dire qu'ils s'adressent à l'ensemble de la planète, à toutes les cultures, à tous les hommes, à toutes les femmes bien sûr, et qui soit exceptionnel. Et puis un deuxième volet qui concerne la gestion, et donc c'est en fait comment est-ce que ce site qui est candidat envisage de protéger, de développer, d'entretenir ce patrimoine et de le faire vivre. L'accueil des touristes, la gestion des entreprises, comment est-ce qu'on articule la viticulture avec la préservation de ce site, toutes ces problématiques qui sont des problématiques de vie en fait, hein. Ce n'est pas une muséification des climats de Bourgogne, c'est véritablement la reconnaissance de ce qu'ils sont aujourd'hui et du processus évolutif dont ils sont le résultat comme étant quelque chose d'admirable à l'échelle du monde.
Et tout ça, bien sûr, a été construit avec, comme je le disais tout à l'heure, une extrême mobilisation et une adhésion très forte des populations locales et bien sûr aussi des responsables politiques. Alors, comment est-ce qu'on définit les climats? On les définit donc au terme de tout ce travail scientifique et culturel. Il y a plusieurs composantes en fait qui peuvent permettre de définir un climat. Ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est une forme de notion de terroir poussée à l'extrême, poussée jusque dans son accomplissement final. C'est d'abord un climat, c'est d'abord une parcelle de vigne. C'est une parcelle qui est précisément délimitée, souvent depuis des siècles, et qui porte un nom. Ce nom est souvent lié à des caractéristiques géologiques, par exemple les lavières. Les laves, ce sont ces grandes plaques plates de calcaire. Les grèves, ce sont des graviers. Donc, il y a les perrières, ce sont pour le coup des activités économiques, ce sont des carrières, ou d'autres caractéristiques comme le Clos de la Mousse qui vient de Monticello, donc c'est un petit monticule. Les amoureuses, qui vient probablement du fait que c'était une friche autrefois et que les amoureuses, ce sont les ronces qui s'accrochent à vous. Donc tous les tuvilains, qui sont des terres très difficiles à travailler, qui tuent le vilain. Les taille-pieds, qui sont des terres caillouteuses, qui abîment les sabots. Donc tous ces noms-là, en fait, ont été donnés à travers l'histoire et attribués à des parcelles bien particulières parce que, tout simplement, elles portent cette caractéristique ou que leur histoire porte cette caractéristique. La deuxième dimension, c'est que ces climats ont, dans l'immense majorité des cas, des caractéristiques géologiques, composition des sols, hydrologiques, présence de sources à proximité, de courants d'eau en sous-sol, de capacité de qualité de drainage, au contraire de rétention d'eau, et d'exposition. D'exposition tout simplement au soleil, on pourrait même ajouter l'altitude. Donc ces caractéristiques-là, plus le fait qu'elles sont précisément identifiées, elles s'associent ensuite à une activité humaine. Cette activité humaine, c'est bien sûr ici la viticulture, et il s'agit de s'assurer que la production de chaque climat est vendangée et vinifiée séparément, en tant que telle. On isole la production, la vendange des climats et on la vinifie de façon séparée et également à partir d'un seul cépage. On a parlé dans cette vidéo du pinot noir ou du chardonnay, ce sont les deux grands cépages rois de la Bourgogne et on verra tout à l'heure que c'est le résultat aussi d'une stratégie de long terme, d'une quête de long terme de privilégier la qualité sur la quantité, sur le rendement. Et c'est ce choix de ces deux cépages résulte de cette vision qui a perduré à travers le temps. Autre aspect important pour un climat, c'est que le vin qui est produit, qui provient de ce climat, doit porter le nom de ce climat. Donc un meursault perrière qui vient des perrières, du climat les perrières, portera le nom meursault perrière. Et ça, c'est aussi une dimension assez particulière, très propre à la Bourgogne. Enfin, dernière chose, et ça c'est ce à quoi s'attache tout vigneron bourguignon, c'est que le vin, l'expression du vin doit exprimer la particularité de ce terroir, de ce climat. Un bourguignon s'enorgueillit du fait que son meursault perrière est différent de son meursault genevrière et qu'on reconnaîtra bien en goûtant un perrière les caractéristiques des perrières et qu'on reconnaîtra bien en goûtant un meursault genevrière les caractéristiques des genevrières. Et ça, vraiment aussi, c'est essentiel. Et là, il s'agit de deux choses. Il s'agit bien sûr de la sensibilité du vigneron qui va révéler avec sa sensibilité propre cette perception de ces deux terroirs, et puis aussi du savoir-faire, là dont il est l'héritier finalement et le légataire pour les générations futures. Donc vous voyez que ça va au-delà de la seule notion de terroir ou de la seule notion de lieu-dit. C'est une notion assez complexe qui s'applique à des caractéristiques géologiques, de sol, etc., de lieu, mais aussi à en fait une pratique viticole associée à cette identification. Et cette notion de climat,
elle constitue le socle, elle constitue vraiment l'essence du modèle de viticulture en Bourgogne. C'est ce que tous les vignerons bourguignons s'attachent à faire vivre et à exprimer. Et c'est ça, en fait, c'est cette notion de climat qui est apparue à Aubert et puis à toute l'équipe de l'association des climats au moment de ce travail de réflexion comme étant cette notion à la fois géographique mais aussi culturelle qui peut être proposée comme ayant une valeur universelle exceptionnelle en cela que c'est une lecture d'un terroir de façon extrêmement précise et le développement d'une culture, en l'occurrence viticole, étroitement liée, totalement imbriquée avec cette lecture du territoire. Donc aujourd'hui, le périmètre du site inscrit, qui ne recouvre pas nécessairement, enfin qui n'a pas l'exclusivité des endroits qui ont des climats ou qui peuvent revendiquer des climats, mais qui est la partie qui est inscrite par l'UNESCO comme étant vraiment porteuse de cette valeur universelle exceptionnelle. Eh bien, elle s'étend des Maranges au sud jusqu'à Chenôve, donc vous voyez à l'ouest de Dijon, au nord. Donc on a une bande en fait d'une 60aine de kilomètres de long qui fait guère plus de 1 kilomètre dans la majeure partie du territoire inscrit, qui fait guère plus d'1 kilomètre de large. Et c'est cette bande-là qui est inscrite. Et puis autour, on a ce qu'on appelle une zone écrin, qui est une zone de protection, on va dire un peu, subsidiaire ou secondaire, qui permet en fait de s'assurer que ce patrimoine-là bénéficie d'une zone de protection, d'une zone de préservation. Aujourd'hui, donc, on a 13 220 à peu près hectares qui sont partie de ce territoire inscrit au patrimoine mondial. Et bien sûr, c'est la Bourgogne viticole comme on la connaît. Donc il y a la côte de Beaune au sud, la côte de Nuits au nord, qui sont les deux grands territoires emblématiques de la viticulture bourguignonne dont nous parlons aujourd'hui. Alors pour résumer le dossier de candidature, donc on a une notion, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on a d'abord un site culturel unique, vraiment très spécifique, voilà, qui n'a pas d'équivalent, qui n'est pas transposé, qui n'est pas répliqué ailleurs, façonné par l'homme depuis 2000 ans, j'y reviendrai. On a une mosaïque de climats avec des noms évocateurs qui sont l'expression d'une culture et d'une lecture du territoire et d'une lecture du terroir par les hommes, d'une réalité finalement naturelle, perçue par les hommes, ou historique, perçue par les hommes. On a une volonté, donc là on a une pratique viticole, on a une pratique même culturelle, la volonté de relier le nom du vin avec le nom du lieu dont il est issu, et puis une interprétation aussi entre le vignoble et les villages et les villes. Ça aussi c'est important en Bourgogne. Ce n'est pas que le vignoble, c'est l'ensemble de ce territoire dans lequel les villages et les villes ont joué un rôle important, tant pour leur développement que pour finalement leur apparition. Enfin, on a un conservatoire unique et vivant d'un savoir-faire et de traditions bien particulières, qui sont à la fois des traditions, j'allais dire, techniques, sur la vinification, sur la culture de la vigne, mais aussi de traditions plus culturelles. On peut même aller jusqu'à dire, dans certains aspects, c'est du folklore, mais qui constituent l'ensemble de cette culture bourguignonne et qui crée sa spécificité et qui permet de considérer que les climats de Bourgogne sont porteurs d'une valeur universelle exceptionnelle. Donc, il y a 2 critères d'inscription, je passe rapidement sur ces aspects, mais c'est important de savoir que l'UNESCO, pour choisir un site et l'inscrire, a toute une série de critères qui permettent d'objectiver en fait cette inscription, pour sortir du subjectif. Et en l'occurrence, nous, les climats de Bourgogne, répondaient à 2 critères importants. Le premier, c'est que c'est le témoignage exceptionnel d'une tradition et d'une culture vivante. Et puis le critère dit critère 5,
que c'est un exemple éminent d'établissement humain traditionnel, de l'utilisation traditionnelle d'un territoire qui soit représentatif d'une culture et de l'interaction humaine avec l'environnement, une forme d'alliance entre l'homme et la nature qui s'exprime à travers les vins et puis à travers tout le reste de ce patrimoine que nous avons la chance d'avoir. Alors, quand on est inscrit, on prend des engagements. En l'occurrence, nous avons pris des engagements sur l'intégrité de ce territoire et sur l'authenticité de ce territoire. Donc, les engagements qu'on prend sur l'intégrité, eh bien, c'est d'abord le maintien d'une structure parcellaire et de la délimitation affectée, qui n'ont jamais été affectées en profondeur et qui ne doivent pas l'être pour l'avenir. Un mode de culture bourguignon, proprement bourguignon, qui est d'ailleurs conforté par un système de classification, la hiérarchie des crus, les noms de villages, etc. Donc c'est tout maintenant qui est entré en fait dans la classification des AOC et qui est en soi une garantie d'intégrité, d'authenticité de cette réalité et d'entretien du parcellaire. On a enfin une valorisation foncière élevée, je pense que c'est la même chose à Bordeaux, et donc il n'y a pas réellement de perspective de changement de la destination de ce vignoble vu la valeur des terres. Il y a peu de chances qu'on cultive du maïs ou du blé dessus. On a un renforcement aussi de cette protection à travers des dispositifs de type site classé. Il y en a 2 qui sont en cours. Et puis on a un travail sur l'intégrité des sites urbains, sur la permanence aussi de l'activité économique, qui est indissociable en fait de ce patrimoine culturel, et puis des mesures de protection réglementaires qui sont extrêmement exigeantes. Sur l'authenticité, eh bien, c'est pareil, pérennité de la vocation viticole millénaire, résilience, persévérance même à travers la crise phylloxérique, c'est-à-dire que les grandes crises sanitaires qui ont affecté le vignoble n'ont pas changé la volonté et la culture viticole de ce lieu. On a réussi à trouver les manières de surpasser ces difficultés. 2 grandes villes majeures que sont Dijon et Beaune, et puis Beaune comme centre du négoce des vins de Bourgogne, et puis avec un patrimoine en plus architectural et donc des caves qui sont tout à fait exceptionnelles. Et c'est ainsi qu'après ce long travail scientifique, 8 années d'efforts et de mobilisation, que le 4 juillet 2015, les climats de Bourgogne ont été inscrits au patrimoine mondial par l'UNESCO en tant que paysage culturel. Et je trouve que cette notion de paysage culturel définit assez bien ce dont nous parlons. Alors, un petit survol historique qui vous permette de comprendre en fait comment tout ça est né, parce que c'est un processus, c'est pas quelque chose qui nous a été donné, dont on a réalisé la valeur et qui ensuite a été inscrit et mis sous cloche. C'est plutôt le résultat d'un processus à la fois naturel et humain, historique, pas linéaire, qui a été le résultat aussi de contraintes historiques, de contraintes économiques, de savoir-faire particulier développé sur ce lieu. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que d'abord, il y a un héritage géologique qui est très fort. 150, 160 millions d'années avant notre ère, en fait, on est, pour tout dire, aux Bahamas ou quelque part par là, dans les Antilles. Il y a une mer chaude, il y a quelques îles, des palmiers, c'est une zone tropicale. Et au fond, il y a des sédiments calcaires et argileux qui sont le résultat en fait de cette terre. 30 millions d'années, il y a la fracture du continent européen, on a la formation des Alpes et formation d'une faille. Cette fameuse faille, vous avez vu, tout ce ruban que constituent les climats, en fait, s'établit sur les coteaux, le long d'une faille géologique, avec d'un côté les côtes, et de l'autre côté la plaine de la Saône, qui elle est tout à fait plate et sédimentaire. Ensuite, on a une période glaciaire qui provoque de l'érosion, qui creuse des combes, des vallées, et enfin une période de développement naturel, environ 8000 ans avant notre ère, et là des forêts qui se développent, des sols qui se constituent et qui s'enrichissent à travers ce matériau.
Donc, ce qu'on voit bien, c'est qu'en fait, c'est une zone qui, sur le plan géologique, a été beaucoup bouleversée, beaucoup transformée, comprimée. Il y a eu des failles, il y a eu des mouvements énormes qui ont complètement fractionné la géologie des sols et qui ont entremêlé différentes strates géologiques. Alors, vous avez ici une coupe géologique des côtes de Nuits, et puis une autre ici des côtes de Beaune. Et donc, ça justifie, enfin, on voit bien à travers ces deux coupes aussi qu'on a deux profils assez différents au nord et au sud. Et on devine que ça s'exprime aussi dans les vins et dans la répartition des terroirs. Je ne vous fais pas trop d'éléments sur la podologie. D'abord, je ne suis pas particulièrement savant dans ce domaine-là. C'est une science assez particulière. Mais ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a différentes strates de calcaire, de marne, de sols plus ou moins argileux, de sols plus ou moins rocheux, et que tout ça, en fait, constitue cette diversité et offre un socle idéal pour une diversité de terroirs très importante. Alors là-dessus, qu'est-ce qui s'est fait? Il y a un processus historique humain qui commence à peu près 2000 ans avant notre ère. On a des traces à Gevrey, pendant des fouilles, on a trouvé des traces d'un vignoble. Alors à l'époque, les vignobles étaient plutôt dans la plaine. À Savigny-les-Beaunes aussi, il y a eu des travaux, il y a eu des fouilles archéologiques qui ont été faites à l'occasion de travaux, qui ont permis de voir des implantations de vignes de l'époque plutôt romaine, s'agissant de Savigny, mais qui permettent de voir que, en fait, depuis une époque extrêmement lointaine, la culture de la vigne était quelque chose de très présent dans la Bourgogne viticole actuelle. Alors, autrefois, ce que je vous disais, c'est qu'on cultivait la vigne plutôt sur la plaine. Le sol était plus facile à travailler, il y avait de l'eau, probablement ça favorisait les rendements. Après, les choses ont commencé à évoluer, et notamment, elles ont évolué. Alors, d'abord, avant le VIe siècle, au IVe siècle, il y a des traces à travers ce qu'on appelle le panégyrique d'Eumène à Constantin. Donc, c'est l'empereur Constantin vient, s'arrête à Autun, et Eumène donc lui remet ce qu'on appelle ce fameux panégyrique, dans lequel il exprime un certain nombre d'inquiétudes sur la qualité du vignoble, sur le besoin de le renouveler, sur tout un tas d'aspects sur l'état du vignoble, et il demande des mesures pour améliorer sa qualité. Il demande une forme de réglementation et une forme de remise en ordre et en état du vignoble. On pense, de ce qu'on lit de ce panégyrique, qu'il s'agit en fait du vignoble de Beaune, enfin de la région de Beaune. Donc on voit déjà au IVe siècle la préoccupation de la qualité et de l'entretien de ce vignoble est quelque chose qui est porté à la connaissance et qui attire l'attention des grands princes. Ensuite, au VIe siècle, on a un mouvement en fait de la vigne depuis les plaines de la Saône, depuis la partie plane, vers les coteaux. Alors, le premier élément, c'est la loi Gombette, donc c'est une espèce de code juridique, c'est un peu comme le code justinien, mais à la mode burgonde, qui est une loi. Alors, il y a tout un tas d'éléments sur la loi pénale, mais il y a un titre de ce code, qui est le titre 31, et qui traite spécifiquement de la culture de la vigne chez les Burgondes. Donc ça montre une chose déjà, c'est que la place de la vigne dans la société burgonde, dans l'activité, dans la vie des hommes burgondes, était déjà quelque chose d'important, tellement important que ça justifiait un chapitre entier d'un code juridique. Et puis dans cette loi Gombette est évoqué aussi le fait que la culture de la vigne doit se déplacer de la plaine vers les coteaux. Est-ce que c'est pour des raisons de qualité? Peut-être. Je pense aussi que c'est pour des raisons d'approvisionnement en nourriture, et notamment en céréales de la population qui se développe à ce moment-là. Et évidemment, les terres de la plaine sont plus riches, ont des rendements plus importants, sont plus propices à la culture des céréales. Et donc, on demande aux vignobles de bien vouloir se déplacer sur les coteaux. Une première étape déjà très ancienne, cette culture burgonde qui est déjà très, très, très focalisée sur la vigne. Une deuxième étape très importante, c'est le développement des grands ordres monastiques qui ont structuré l'Europe, et notamment la France.
et le Rhône des moines. Alors, il y a toute une partie un peu peut-être fantasmée sur le rôle des moines, des images qui ont un peu d'épinal et qui ont été véhiculées dessus. Ce qui est certain quand même, c'est que ces abbayes très puissantes de Cluny, de Cîteaux, de Mézières, de Bèze ont eu un rôle important dans le développement de la technique vitivinicole. Les moines avaient le souci de l'entretien de leur terre. C'était des travailleurs, c'était des observateurs, c'était des savants aussi. À l'époque, c'était eux qui avaient le savoir. Et ils ont beaucoup travaillé sur l'amélioration qualitative du vignoble, sur sa culture et sa vinification, allant jusqu'à définir un certain nombre de principes comme la nécessité d'avoir un bâti spécifique pour la culture de la vigne qui doit répondre à un certain nombre de critères techniques, en fait, de capacités techniques, de processus, des méthodes aussi qui sont élaborées, des ouvrages qui traitent de la culture de la vigne ou de la vinification des raisins. Donc on voit bien que au XIIe, on a ce développement d'une technique viticole propre à la Bourgogne, inspirée par les grandes abbayes bourguignonnes. Ensuite, du XIIe au XIVe et je dirais même au XVe siècle, puisqu'en 1477, Charles le Téméraire meurt à Nancy, ce qui permet à la couronne de France de mettre la main sur ce duché qui lui a valu tant de misère et toujours un peu de jalousie compte tenu de sa richesse. On a du XIIe au XVe siècle donc cette puissance bourguignonne et les ducs de Bourgogne, grands princes, pas seulement grands princes féodaux français, mais grands princes européens, puisque la Bourgogne, au fait de sa gloire, va en fait de l'Espagne jusqu'aux Flandres et couvre même toute une partie du territoire germanique. Donc on a là une puissance qui va du nord au sud, des princes extrêmement puissants et riches qui s'attachent à exprimer la puissance de leur duché à travers les arts. On sait à quel point la culture, les ducs de Bourgogne ont été des mécènes et des acteurs importants dans le développement et l'évolution des arts. Et puis aussi, bien sûr, des arts de la bouche. La table, le vin sont des éléments importants de la relation et de la relation notamment diplomatique et de l'expression aussi de sa maîtrise de son territoire et des richesses que contient ce territoire. Cette puissance des ducs de Bourgogne a très largement, je pense, constitué ce qu'est la Bourgogne aujourd'hui à travers deux exemples que je pourrais vous donner. Un, c'est que la géographie du duché de Bourgogne a favorisé des routes commerciales qui étaient des routes qui allaient plutôt des Flandres jusqu'en Italie. Donc c'est les grandes routes commerciales qui traversaient l'Europe, qui traversaient d'ailleurs aussi la Champagne. Et donc ce sont des flux de richesses qui circulent sur ces flux-là. Et l'orientation commerciale internationale de la Bourgogne, on la voit, ce sont des mots un peu anachroniques par rapport à l'époque dont on parle, mais on la constate déjà à cette époque-là. Et puis on a aussi un autre élément de cette culture bourguignonne qui apparaît, qui est le fait de privilégier toujours la qualité et je ne vais pas dire la faiblesse des rendements, mais préserver la qualité sur le rendement et sur les volumes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est central dans la culture bourguignonne et dans la culture viticole bourguignonne. Et c'est comme ça qu'en 1395 est banni le gamay de la Bourgogne. Le gamay, le déloyal gamay, est banni parce que, en fait, c'est un cépage qui est très productif, qui produit énormément de jus, donc qui crée une production abondante, mais qui est jugée de qualité inférieure par rapport au pinot. Et donc le duc de Bourgogne bannit le gamay du territoire de la Bourgogne parce qu'il veut se concentrer sur des vins de grande qualité, vins qu'il utilise d'ailleurs comme une expression de sa puissance dans tous les rendez-vous diplomatiques, dans toutes les grandes réunions diplomatiques. Ensuite, au XVIe, on a un autre... alors, XVIe siècle, ce qu'on a, c'est la première apparition des climats. Au XVIe siècle, on a des documents qui sont donc, ces fameuses Tibériades, la grande et la petite Tibériade de Dijon,
qui sont en fait des documents qu'on pourrait comparer à notre cadastre, qui sont des documents qui permettent de répertorier les territoires, le bornage, les parcelles, etc. Et là, on voit déjà apparaître la notion de climat comme étant le nom qu'on donne à un terroir particulier. On est plutôt à ce moment-là sur une notion de terroir plus que de climat. La première notion de climat dans son acception viticole, elle apparaît en réalité en 1584 dans une transaction sur une parcelle viticole entre deux abbayes et qui parle du champ bertin. Voilà, le climat de Chambertin. Alors, je ne sais pas si vous faites de la paléographie, mais là, on voit le mot climat du champ bertin. Bon. Donc, c'est la première manifestation écrite que l'on ait aujourd'hui d'un climat bourguignon au sens climat viticole. Donc, on est au XVIe siècle. Ensuite, XVIIe siècle, XVIIIe, on a un grand bouleversement dans la propriété terrienne en Bourgogne. Les grandes abbayes deviennent beaucoup des abbayes commandataires et le système de la commande est désastreux parce qu'en fait on a un effondrement progressif de la tenue des abbayes et une forme de décrépitement en fait de leur qualité de gestion et progressivement tous les avoirs viticoles, tous les territoires viticoles de ces grandes abbayes monastiques passe progressivement dans la main de grands propriétaires terriens, souvent des gens de robe, donc des magistrats, des trésoriers du roi, autres gens puissants, souvent de loi, ou grands aristocrates qui acquièrent ces parcelles et qui développent dessus, qui s'attachent à développer dessus une production de vin qui soit aussi pour eux une façon de rayonner. Au XVIIIe, le commerce du vin se développe également à travers l'apparition des maisons de négoce. Bouchard Père et Fils, notamment, que je connais bien, qui est né en fait de ce besoin de commercialiser du vin, d'exporter ce vin et de le porter à la connaissance des amateurs. Et ces vins de Bourgogne obtiennent assez rapidement un succès commercial, tel point que de temps en temps, on ne sait pas très bien ce qu'on achète et finalement se développe une norme de qualité ou une forme de garantie de qualité qui consiste à donner au vin que l'on distribue le nom du lieu d'où il vient. Et vous voyez bien là qu'on associe maintenant le terroir, le climat avec le nom du produit qui en est issu. Et c'est à partir de là que se développe la notion de climat au sens où on le connaît aujourd'hui comme étant inscrit sur le nom d'un vin. En fait, on passe d'une notion de vin de Beaune. Les premiers écrits des négociants parlent des vins de Beaune. Donc on connaît les vins de Beaune comme étant des grands vins de Bourgogne, sans beaucoup plus de précision. Mais comme il y a un petit flou à un moment sur l'origine de ces vins, eh bien le niveau supplémentaire qui permet d'attester de la qualité, eh bien c'est de nommer le lieu d'où ils viennent. Ce vin vient bien de Meursault et il vient bien de Meursault, de la parcelle des Perrières. Donc ça devient un système en fait d'authentification qualitative et de désignation commerciale des vins. Au XIXe siècle apparaît une nouvelle Bourgogne. Jusqu'au XVIIIe, on est dans une Bourgogne assez on va dire traditionnelle, c'est-à-dire un peu dans la lignée de ce qui s'est passé au XVe, mais le XIXe, précédé par les physiocrates du XVIIIe, au XIXe arrive l'ère scientifique et vous savez, ces statistiques que les savants qui étaient quelquefois simplement des passionnés du XIXe s'appliquaient à faire. Alors, on passait en revue un territoire, on comparait la production d'une année sur l'autre, on fait des analyses géologiques, on prend des éléments historiques et on compose des ouvrages comme ça qui mettent en valeur les caractéristiques particulières d'un terroir. Et en Bourgogne, on a bien sûr Julien en 1819, Morelot en 1831 et Laval en 1855 qui constituent des ouvrages qui sont encore des ouvrages que l'on cite comme des références, que l'on utilise, que l'on lit pour bien comprendre en fait
ce qui fait la particularité d'un vin de Bourgogne. Moi-même, je les lis régulièrement. Dans ces ouvrages statistiques se développe quelque chose qui existait déjà un petit peu auparavant, mais qui devient un peu plus systématique. Se développe une hiérarchisation des crus, par qualité notamment, et une identification de plus en plus précise de l'origine des vins. Ensuite, on a la crise du phylloxéra. Alors, la crise du phylloxéra, bien sûr, elle bouleverse complètement le paysage viticole. Hein. Le vignoble a quasiment disparu dans son intégralité ou étant menacé de le faire. Les grandes maisons, les grands domaines se démènent, envoient des gens à Bordeaux, envoient des gens dans les autres grands territoires viticoles de France, voire à l'étranger, pour essayer de comprendre ce qu'est le phylloxéra et les manières d'y faire face. Et comme vous le savez, on trouve ce fameux plan américain donc, qui sauve le vignoble français et qui permet de repartir. Pendant cette période, il faut reconnaître qu'il y a eu un problème d'approvisionnement des vins et des pratiques, là encore, qui ont été un peu troubles et qui ont remis à l'honneur, en fait, la nécessité d'aller un cran plus loin dans la réglementation et dans la définition de ce système de terroir et des méthodes de culture qui vont avec. Et c'est ainsi qu'en 1919, on a la première loi sur les appellations d'origine, qui est vrai à l'échelle de la France. Hein, je parle de phénomènes qui ont traversé toutes les régions viticoles. La loi de 1919 constitue un socle, cette fois, assez précis, inspiré des travaux scientifiques donc des statistiques du 19e et qui permet d'établir un système de hiérarchisation et des normes de qualité qui sont aujourd'hui encore importants dans le système. Le parachèvement de cette clé, c'est bien sûr l'appellation d'origine contrôlée, la loi de 1935, qui donne lieu en Bourgogne à un recensement extrêmement précis de tous ces petits terroirs, donc de tous ces climats, une hiérarchisation très précise des crus, un système de repli qualitatif pour assurer que la hiérarchie des crus soit cohérente avec la qualité d'expression des vins. Et aujourd'hui, c'est encore une des clés de voûte qui permet de garantir le système qualitatif bourguignon. Et c'est pour les climats aussi une forme de dispositif juridique, cette fois, qui permet de garantir l'authenticité d'un dispositif qui, lui, est le fruit d'une évolution plutôt culturelle. Alors, vous avez ici, du coup, une cartographie. Donc, on voit très bien cette bande sur la côte de Beaune. La côte de Beaune est plus large que la côte de Nuits, avec donc les villes et puis un classement des appellations. Donc le code couleur vous permet de définir la hiérarchie. La hiérarchie des crus, hein, ce sont des grands crus qui sont entre 1 et 3% de la production. Ensuite, vous avez des premiers crus qui font à peu près 13-14% de la production. Et le reste, ce sont des villages ou encore des régionales. Et donc cette pyramide est un système en fait de hiérarchisation des vins par la qualité de leur terroir et elle est absolument nécessaire à l'authenticité des produits et elle fait partie intrinsèque de la Bourgogne viticole, de la culture viticole qui s'est développée en Bourgogne. Voilà, vous avez une autre partie sur la côte de Nuits où vous voyez que le vin et le pinot noir est beaucoup plus roi qu'en Côte de Beaune. Vous avez bien sûr du côté de Meursault, Puligny, Chassagne, une partie et puis un petit peu à Corton, une partie importante de la production qui est en blanc, en chardonnay. Voilà, donc finalement, qu'est-ce que c'est les climats ? C'est une forme de... c'est l'expression d'une alliance entre une terre d'abord qui est bien particulière, qui est assez bouleversée, qui est assez complexe, qui est multiforme et multimatière, et qui crée du coup un réceptacle ou un socle pour le développement justement de la culture d'une plante, la vigne,
qui est très précisément sélectionnée au point d'être en fait bicépage, donc assez exclusive dans son choix. Et puis des hommes, c'est-à-dire de gens qui se sont penchés sur cette terre, qui ont essayé de la comprendre, qui ont essayé de la cerner dans ses moindres détails, et par la suite, grâce au savoir-faire qu'ils ont développé, d'en exprimer chacun des recoins de façon aussi authentique, aussi fidèle que possible. Donc c'est ce qu'on pourrait qualifier une alliance féconde, et j'y reviendrai après sur le message que ça peut donner peut-être aujourd'hui. Alors ce patrimoine mondial maintenant, si précieux, il y a bien sûr une gestion assez riche, multidimensionnelle, dont elle fait l'objet et dont l'association est effectivement, avec ses partenaires, le gestionnaire et le garant, l'animateur. L'action de l'association, elle s'articule autour de 3 grandes missions. Une mission de protection, ça tombe sous le sens. Ce patrimoine-là, cette culture-là, il faut la protéger, il faut la protéger des atteintes du temps, des atteintes de l'activité humaine, même si elle est le résultat d'une activité humaine. Il faut mettre en œuvre et animer un plan de gestion qui est en fait porté par l'État. C'est un engagement de l'État, c'est une convention internationale, l'UNESCO, et donc c'est l'État qui se porte garant de la gestion de ce territoire, même si cette forme en Bourgogne d'avoir une association qui est très particulière, je crois qu'elle est unique, crée un sentiment, peut-être c'est des acteurs privés qui sont en charge de ça, c'est vrai pour la gestion, mais ce sont des acteurs publics, au premier rang desquels l'État, qui sont engagés dans une convention internationale. Ensuite, on a une deuxième mission qui est une mission de médiation, d'expliquer, d'illustrer, de montrer, surtout d'expliquer, développer la connaissance culturelle et scientifique. Et donc ce comité scientifique qui a été créé pour argumenter en fait l'inscription des climats au patrimoine mondial de l'UNESCO existe toujours. Et il y a toujours des publications scientifiques, historiques ou autres qui sont publiées et qui permettent en fait de continuer à alimenter la connaissance de ces climats et la compréhension de ces climats. Il y a aussi par exemple un dispositif qui s'appelle Parole Vigneronne, dans lequel on fait un travail en fait d'ethnographe, où on collecte le témoignage, notamment des anciens qui ont connu finalement une forme de viticulture qui, à l'époque de leurs parents, était encore assez proche de ce qui existait avant le phylloxéra. Il y a des gens qui ont connu cette période-là, et bien sûr leur témoignage est très important parce que la compréhension des techniques, de la vision du vignoble qu'on avait à l'époque, des difficultés économiques, commerciales, de la façon dont on s'y prenait, fait partie de cet héritage qu'aujourd'hui nous faisons vivre. Et enfin, la troisième chose, bien sûr, c'est la promotion. Ça, c'est la valorisation de l'inscription des climats au patrimoine mondial et la valorisation sur le territoire de ce caractère exceptionnel. Alors tout ça s'appuie sur une série de réglementations, certaines vous les connaissez, on utilise tous les dispositifs de protection du patrimoine en réalité sont aujourd'hui activés dans cette zone inscrite au patrimoine mondial et viennent en fait conforter la protection de ce patrimoine. Donc il y a la notion de site classé, il y a le classement des monuments historiques, il y a plus de 200 édifices protégés dans la zone inscrite, il y a la notion de secteur sauvegardé dans le centre-ville de Dijon. Il y a des AVAP, des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, plusieurs en cours de procédure, certaines déjà réalisées et d'autres qui sont en train d'aboutir. On a bien sûr, j'en ai parlé tout à l'heure, ce dispositif d'appellation d'origine contrôlée qui peut paraître extrêmement vitivinicole, mais qui fait partie en fait de ce patrimoine. En Bourgogne, c'est inscrit dans la Bourgogne, le dispositif des crus, des appellations est constitutif aussi de la Bourgogne. Et donc de ce point de vue-là, les AOC sont un élément important de la protection.
Et puis on continue tout ce travail de recensement de patrimoine. Il y a les caves de Beaune, on en a parlé, il y a le patrimoine urbain, il y a le patrimoine paysager, je pourrais même dire le patrimoine naturel d'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure, qui sont des aspects très importants de continuer, de cette continuation du travail pour approfondir notre connaissance et finalement notre émerveillement devant ce patrimoine exceptionnel. Enfin, on a des schémas de cohérence territoriale, donc en gros, les collectivités locales maintenant interpellent l'association quand elles ont des plans d'urbanisme, quand elles planifient en fait le développement urbain de leur circonscription, ont maintenant le réflexe d'associer l'association des climats pour avoir ce regard spécifique UNESCO, protection du site inscrit. Alors, on a dans nos dispositifs multiformes, on a un qui nous est très cher, qui est le fonds patrimoine viticole, qui est un fonds alimenté par des mécènes. C'est un fonds fléché, donc ce sont des mécènes qui donnent spécifiquement pour cette action. Et nous nous engageons à ce que les fonds qu'ils nous donnent soient exclusivement utilisés à cette fin, qui vise en fait à restaurer le patrimoine viticole et plus largement le patrimoine vernaculaire. Donc la Bourgogne, quand on se balade sur les coteaux, il y a tout un tas d'éléments qui sont vraiment typiques. Les meurgers, qui sont ces gros entassements de pierres, souvent cernés par des murs, qui sont des pierres que les vignerons ont progressivement retirées des parcelles. Les cabottes, les murets, les petits escaliers qui donnent accès à des parcelles, tout ça constitue un petit patrimoine viticole qui peut-être individuellement peut avoir du charme, mais on peut se demander si tout seul ils constituent à eux-mêmes un enjeu de patrimoine. Mais par contre, dans leur ensemble, dans ce maillage du territoire et dans l'expression paysagère qui donne à ce territoire, sont vraiment l'expression du développement d'une culture. Et de ce point de vue, les préserver, les restaurer est quelque chose d'important. Et il faut le faire en respectant des techniques traditionnelles, en excluant certains matériaux qui sont modernes. Le ciment, le béton sont exclus. Les murs en pierre sèche, la chaux, les techniques traditionnelles de pose de pierre, le choix des pierres qui doivent venir de terroirs, enfin de carrières proches, tout ça constitue un ensemble de critères qui sont pris en compte et qui sont des conditions en fait pour bénéficier du soutien de ce fonds. Alors pour vous donner une idée, aujourd'hui il y a eu, on doit être au-delà maintenant, on doit être pas loin de 120 projets validés en 3 ans. Donc il y a des dossiers de candidature qui sont déposés, on étudie l'intérêt du patrimoine à restaurer et l'association finance jusqu'à 50% du montant des travaux dans la limite de 25 000 euros de ceux qui veulent restaurer ce patrimoine. Aujourd'hui, il y a près d'1 400 000 euros qui ont été attribués pour plus de 2,8 millions de travaux. Et voilà, c'est des chiffres qui parlent 3,5 km de murets restaurés, 8 cabottes, des escaliers, des portes de clos un peu partout. Et finalement, c'est quelque chose d'important parce que quand on se promène le long du vignoble bourguignon, ce sont des jalons, ce sont des marqueurs qui sont très typiques de cette culture bourguignonne. Voilà, vous avez un exemple là. Alors quelquefois, ce patrimoine-là est très dégradé. Hein. On ne trouve plus qu'un amas de pierre en fait à la place d'un muret. Et donc l'enjeu, voilà, c'est de le restaurer. Alors on utilise des fonds photographiques, des images, des témoignages de gens qui ont connu peut-être cette porte de clos tant qu'elle était encore en état, qui vous explique comment elle était. Voilà, on la reconstitue. De ce point de vue-là, il y a des enjeux aussi futurs. J'ai dit que c'était un territoire protégé, mais que c'était aussi un territoire vivant. Et bien sûr, on a un enjeu important qui est de participer à la réflexion sur l'articulation entre la nécessaire activité humaine, l'activité économique, les politiques d'infrastructure, les besoins d'énergie, les besoins de déplacement, etc. Et la conciliation de ces impératifs avec, bien sûr, un autre impératif qui, lui, résulte d'un engagement international, qui est la protection de l'intégrité de ce patrimoine. Et c'est quelquefois délicat, et je dois dire que l'association nourrit a dû se doter de moyens techniques, juridiques, paysagers, pour sortir du débat subjectif et avoir une approche réellement
objective de ces sujets et nourrit un dialogue assez fécond avec les collectivités locales, avec l'État, avec tous les partenaires qui sont dans ce type de projet, pour faire valoir ce site exceptionnel, la nécessité de le préserver, sans pour autant chercher à tout mettre sous cloche et à empêcher toute activité. C'est pas du tout l'objet. Alors sur le volet médiation, on a tout un tas de dispositifs, mais il y en a un qui nous est très cher, c'est la Maison des Climats. Donc c'est un lieu d'interprétation de la notion de climat. Donc ça, c'est un engagement que nous avions pris au moment de l'inscription, qui est d'avoir un lieu dans lequel le visiteur de la Bourgogne, bourguignon ou étranger, il n'y a pas que les étrangers qui découvrent la Bourgogne, quelquefois les bourguignons eux-mêmes, à travers ce travail, se rendent compte du patrimoine dans lequel ils vivent, qui soit un centre d'interprétation, c'est-à-dire d'explication de ce qu'on vient de voir. D'où viennent les climats, pourquoi cette notion, qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel dans cette notion et pourquoi il faut le préserver. Voilà, donc je vous invite très chaleureusement à venir Porte Marie de Bourgogne à Beaune pour découvrir ce que sont les climats et découvrir ce lieu qui sera transféré dans la Cité des vins et des climats de Bourgogne lorsqu'elle sera érigée. Pour ce qui est de la promotion, il faut promouvoir la marque Climat du vignoble de Bourgogne. Alors, pourquoi c'est important de le promouvoir? Simplement parce que c'est un moyen de faire prendre conscience aux visiteurs et aux habitants de la valeur du lieu dans lequel ils sont et de montrer la partie qui est jugée exceptionnelle. D'une certaine manière, c'est les inciter à ouvrir leurs yeux sur ce qui les entoure. Alors ça, nous le faisons de plusieurs manières différentes. Il y a bien sûr ce que vous voyez souvent, des panneaux sur l'autoroute qui invitent les gens à découvrir ce patrimoine, mais aussi à l'entrée des villes, des villages. On a des petits panneaux qui permettent de délimiter, de signaler aux personnes quand ils entrent dans cette zone inscrite au patrimoine mondial. C'est une forme d'incitation à l'émerveillement et aussi au respect, à se comporter de façon respectueuse de son environnement. Et puis on a développé aussi dans les grandes communes, comme ici à Nuits-Saint-Georges, des bornes, alors je ne sais plus le nom, il y a un nom très spécifique, en gros des panneaux explicatifs qui expriment certaines spécificités. Alors il y a un volet qui parle des climats en général, de l'ensemble de la zone, et puis un autre volet qui explique, lui, ici, sur ce lieu, à Nuits-Saint-Georges, comment s'exprime cette notion de climat et qu'est-ce qui est remarquable et qu'il faut voir. Alors pour moi, je dis pour moi, mais en fait c'est vrai pour Guillaume et pour Robert, on s'en parle souvent, c'est en fait l'inscription. Beaucoup de gens ont dit, bon ça y est, vous êtes inscrits, maintenant c'est bon. Et en fait c'est un point de départ plus qu'un point d'arrivée. Vous voyez bien qu'il y a un travail énorme d'abord d'approfondissement de la connaissance, mais aussi de sensibilisation, de protection, de dialogue, de concertation avec tous les acteurs du tourisme. Comment faire en sorte qu'on puisse accueillir des gens qui veulent découvrir ce territoire sans pour autant que cela rentre en conflit avec une activité qui a été la source et qui est toujours le gardien de ce territoire, qui est l'activité viticole. Le nécessaire renforcement des outils, de l'expertise, la protection de la notion de climat. Évidemment, à partir du moment où c'était inscrit, tout le monde s'est trouvé une vocation à devenir climat, sauf que ça répond à en fait une définition bien précise et il faut arriver à garantir, à préserver en fait une utilisation juste de ce terme et pas une utilisation commerciale abusive. Et puis enfin, bien sûr, toute une réflexion sur ce que les climats peuvent apporter dans la société d'aujourd'hui. Il y a notamment un volet environnemental. Et je pense, je reviens à cette expression, l'alliance d'une terre, d'une plante et de l'homme. Je n'ai pas besoin de vous faire de dessin. Aujourd'hui, les préoccupations environnementales sont extrêmement fortes. Et la compréhension, la diffusion d'une culture, du respect de l'environnement est un enjeu majeur. Et de mon point de vue, les climats de Bourgogne, tels que je vous les ai décrits, tels qu'ils sont nés, tels qu'ils se sont développés, sont porteurs de valeurs extrêmement fortes
j'allais dire, de réconciliation entre l'homme et la nature. L'homme a souvent porté beaucoup de tort à la nature. On a peut-être tendance aujourd'hui à considérer que l'homme est extérieur à la nature et agresseur de la nature, mais je pense que les climats m'incitent à le penser, qu'il y a aussi une possibilité de cohabitation et de dialogue fécond, je reviens à cette expression, entre l'homme et la nature pour produire quelque chose qui est beau, par essence beau. Voilà, donc je voudrais juste conclure en vous disant, en synthétisant quelques éléments. Donc c'est une longue quête à travers l'histoire. C'est ce qui constitue cette valeur universelle exceptionnelle. Donc c'est cette longue quête à travers l'histoire. C'est une hiérarchie des vins, une hiérarchie des terroirs, une identification, une classification, une quête constante de qualité. C'est des pratiques architecturales, un modelage du paysage par l'activité humaine. Ce sont des coutumes, des traditions et même des folklores, pourquoi pas, ça fait partie de la culture, le folklore. Et puis aussi une relation de l'homme avec la nature. Et je pense aussi à un modèle de viticulture assez particulier, qui est un modèle de viticulture très familial, très proche de la terre, très intime, très informel, très simple, très authentique. Modèle de viticulture qui je pense, constitue aussi peut-être une dimension émotionnelle qu'on perçoit quand on visite les climats de Bourgogne. Et puis enfin, c'est un écosystème, un environnement où tous les aspects, tant l'activité humaine que la composition des sols, que les variétés, les espèces végétales et animales, contribuent ensemble à constituer ce patrimoine tout à fait unique. Voilà, je vous remercie.